Bonjour à tous, merci à Lomédite pour son invitation à cette journée d'échange. Je suis Grégory Temprement, donc président de l'URPS pharmacien. Donc merci pour cette initiative. Les échanges entre pharmaciens officinaux et hospitaliers se multiplient, mais c'est bien d'avoir de se caler ces temps d'échange au niveau de nos pratiques. En tout cas, ça fait plaisir de voir certains confrères ici hospitaliers. Alors, l'objectif justement, c'est de vous présenter une mission que ont les pharmaciens maintenant, une nouvelle mission qui a commencé maintenant il y a un petit moment sur les entretiens, ce qu'on appelle les entretiens pharmaceutiques. On voit que le métier de pharmacien d'officine évolue avec des nombreux entretiens qui se rajoutent. Et on a maintenant en fait ce qu'on appelle les entretiens pharmaceutiques pour accompagner la dispensation des anticancéreux oraux, dont on sait qu'ils arrivent de plus en plus en ville. Donc, ça a commencé en fait en 2020 avec la convention pharmaceutique, donc la convention qui lie les pharmaciens d'officine en fait avec l'assurance maladie. Donc, comme il y a beaucoup maintenant d'anticancéreux oraux qui arrivent en ville avec des médicaments, donc dont on sait qu'il y a beaucoup d'effets indésirables, beaucoup d'effets secondaires, et aussi des problèmes en fait d'adhésion des patients. On a justement à la fois les syndicats et l'assurance maladie ont concordé en fait finalement pour se dire qu'il y avait quelque chose à faire et que le pharmacien avait un rôle majeur en fait à jouer. Et ce rôle finalement, c'est aussi un rôle qu'on a dans la communication ville-hôpital, puisque la plupart de ces traitements-là sont initiés en milieu hospitalier. Alors, l'entretien, il y a trois entretiens qui sont conventionnels. Il y a un premier entretien qui est un entretien initial. On reprend en fait les informations générales du patient, donc bon, ses coordonnées, son milieu, dans le milieu dans lequel en fait il évolue, les autres médicaments qu'il prend, donc qui sont des médicaments aussi prescrits, mais aussi les médicaments conseils. Et on englobe aussi finalement les médicaments de phytothérapie, aromathérapie et autres que le patient prend. Et on serait surpris finalement lors des échanges en fait de ce que prennent les patients, parce que finalement, même si nous on délivre beaucoup de ces traitements phyto-aromas, on voit que finalement les gens consomment et prennent aussi par ailleurs et qu'on n'a pas forcément toute la visibilité. Le temps de cet échange-là, on a souvent des surprises. Et surtout, on évalue en fait l'appropriation du traitement et l'observance du patient. Ça veut dire, est-ce qu'il a compris en fait son traitement, pourquoi ce traitement était important, et donc pour évaluer en fait l'adhésion. Et bien évidemment, les modalités d'administration. Alors, on a une difficulté aujourd'hui, c'est la mise en place de ces entretiens pharmaceutiques à l'officine, puisque en fait, finalement, les patients aujourd'hui ne s'attendent pas à avoir ce service-là dans les officines. Donc, on a des problèmes de recrutement. Autant pour cet entretien-là, c'est assez facile, parce que finalement, la personne vient avec son ordonnance et c'est des médicaments qui coûtent très cher, donc on n'a pas en stock dans les officines, donc finalement, on doit le commander et la personne doit revenir. Donc finalement, nous, en termes d'accroche, c'est bien, parce qu'on dit, bah, écoutez, ce médicament-là, c'est un médicament en fait particulier, je dois vous le commander, je vais le recevoir cet après-midi ou le lendemain. Par contre, comme c'est un médicament particulier, il faut qu'on prenne juste 10 minutes ensemble pour vous expliquer le traitement. Et souvent, souvent on le fait sous rendez-vous, on dit dites-moi quand est-ce que vous comptez passer, comme ça on se cale ces 10 minutes ensemble. Donc le recrutement est assez facile, et en plus, d'autant plus que les patients ont bien conscience que c'est des médicaments en fait particuliers. Donc c'est pour ça que moi j'encourage les pharmaciens d'officine, parce que comme il y a un panel maintenant d'entretien pharmaceutique qu'on peut faire à l'officine sur l'asthme, les anticoagulants, bah, finalement, s'il y en a bien un sur lequel on peut commencer parce que c'est facile, c'est bien celui-là, parce que le recrutement, pour le coup, est facile à faire. Alors, il y a ce premier entretien qui était un entretien finalement d'évaluation. Et après, on arrive sur les entretiens thématiques. Donc, la personne a déjà commencé son traitement et finalement, on voit comment la personne vit son traitement et notamment, en fait, les effets indésirables et de pouvoir proposer, mettre vis-à-vis de ces effets indésirables-là, finalement, les soins de support que l'on peut nous apporter, les conseils que l'on peut apporter, comment ils vivent, en fait, leur traitement. Et puis aussi le lien qu'ils ont, parce que finalement, une fois que le médicament est prescrit, le lien qu'ils ont encore avec leur médecin traitant ou le prescripteur en fait initial. Et il y a un troisième entretien
thématique, bon là qui est assez classique, qui est l'entretien d'observance. En fait, c'est la grille de Girard que tout le monde connaît. En fait, bon, c'est juste pour évaluer en fait finalement l'observance à ces traitements-là. Ce que j'ai pas dit, c'est que finalement on peut initier ces entretiens-là, même si c'est pas une initiation de traitement. C'est-à-dire que si la personne est en traitement depuis 2, 3 ans, mais que on n'a jamais mis en place ces entretiens-là, on peut les mettre, on peut le mettre, les instaurer en cours de traitement. Alors, du coup, par rapport à ça, on a fait un travail pour accompagner en fait les pharmaciens pour cette nouvelle mission. Donc, on a créé en fait une formation. Donc là, vous avez ici la comitologie de tous les partenaires avec qui on a bâti cette formation. Bien sûr, les deux facs de pharma, la fac de Lille et d'Amiens. Moi, je fais un point d'honneur finalement à ce que les étudiants des deux facs finalement aient la même information finalement que les pharmaciens de ville. Donc, j'ai remis en fait l'université et les facs dans la formation continue. Ça me semble totalement en fait essentiel. Et aussi donc les deux CHU pour faire le lien ville-hôpital et bien évidemment le col. Donc, une comitologie qui a été assez active. On a eu des bons échanges. Je salue, il y a Geoffrey qui était présent et qui faisait partie du groupe de travail. Et on a travaillé en fait sur une formation pour permettre aux pharmaciens, donc je vous l'ai dit, d'avoir une culture commune entre les étudiants et les pharmaciens diplômés. Moi, ça me paraît essentiel, de connaître les ressources régionales que l'on ne connaissait pas toujours, notamment il y a le réseau ONCO, par exemple, qui n'est pas connu beaucoup des professionnels de santé de ville et des libéraux et d'autres d'ailleurs et d'autres ressources en fait locales, des fiches ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, l'Omédit fait aussi ce travail-là et nous a fourni en fait des éléments. Dont je pense qu'Isabelle en parlera après. Et puis voilà, d'expliquer en fait aussi comment déclarer les effets secondaires, notamment dans les cas de pharmacovigilance ou en ville. Je dois le reconnaître, on n'est pas si bon que ça dans les déclarations de pharmacovigilance et d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que, en gros, quel est le parcours finalement de la prise en charge oncologique et notamment avec le DCC, dossier communicant en cancérologie. Et Geoffrey reparlera aussi d'un article 51, comment on peut aussi cette action-là l'intégrer dans un parcours un peu innovant. Geoffrey en reparlera sur l'article 51 en fait Oncolink. Donc la formation, il y avait 3 heures en fait de e-learning pour en fait faire un basique en fait plutôt pharmacologique ou des choses comme ça. Et après donc des demi-journées présentielles avec des cas pratiques, des tours de table et des ateliers pour mettre en pratique. Donc c'était ouvert aux pharmaciens titulaires et aux pharmaciens adjoints. Donc il y a eu des sessions organisées en 2020-2022. Il y aura d'autres sessions qui vont être réorganisées. L'objectif c'est pas de faire retomber le soufflet, et c'est que de pouvoir apporter une offre de formation tout au long de l'année. Donc, on a de là, il y a des outils qui ont été créés. Alors, c'est vrai que je vous disais qu'il y avait un problème de recrutement. Donc, faire un leaflet pour le patient pour expliquer la démarche, finalement, c'était quelque chose d'utile. Donc, on l'a créé. Et après, on a fait on a créé un petit outil qui recense en fait tous les outils d'accompagnement qui peuvent être utiles pour le pharmacien. Où on reprend en fait tous les sites, la SFSPO, voilà, tous les éléments où est-ce qu'on peut retrouver des éléments qui peuvent être utiles, comme par exemple les interactions avec, je pense à Edrine pour les interactions, notamment de tout ce qui est phytothérapie avec les traitements. Voilà, enfin, j'en ai là dans mon sac, je vais vous le faire passer. Alors, ça, c'était le premier travail. Donc, vous avez vu autour des chimiothérapies orales, qui nous permet aussi de travailler, faire du lien ville-hôpital. Et là, j'ai voulu aussi faire un petit axe et pour remercier aussi l'Omédit de sa participation à un groupe de travail qui s'appelle Pharmacien Vigilant. Quand j'ai pris mes fonctions, le mandat dernier, et je le dis, on n'était pas très bons, nous, pharmaciens, dans tout ce qui était vigilance, donc la pharmacovigilance, la dictovigilance, hein, toutes les vigilances en fait qui existent. Et pour nous, c'était un petit peu aussi opaque, en fait, finalement, comment s'organiser les vigilances. Donc, on avait organisé une première réunion en mettant tous les acteurs en fait du tour de table et émergé l'idée de faire un groupe en fait de pharmaciens vigilants pour justement à la fois permettre aux centres de pharmacovigilance, quand ils avaient quelque chose à bas bruit, de pouvoir tester finalement auprès d'un échantillon de pharmaciens, parce que sur la base du volontariat, donc on a à peu près un peu plus de 10% des pharmaciens de la région qui est partout, et c'est assez uniforme dans la région Hauts-de-France, qui font partie de ce groupe-là et sur lequel finalement on peut tester rapidement en fait quelque chose en disant bah voilà, on a eu un bas bruit là-dessus, est-ce que dans vos pratiques vous l'avez et aussi d'exprimer en fait des besoins que l'on a en fait sur le terrain et d'être assez réactif là-dessus
Voilà, à l'époque, quand on avait créé le groupe pharmacien vigilant, il y avait aussi le fameux pork and drink en fait qui était dans les officines et finalement il y avait des pharmaciens qui avaient des demandes en fait un peu particulières et finalement on n'avait pas identifié ça tout de suite en fait à un détournement et il a fallu à un moment donné de dire de mettre en lien finalement l'information qu'avait l'addicto avec nous la ville pour justement enrayer le phénomène et de gagner un petit peu de temps. Alors, donc le groupe, vous avez vu, il y a une comitologie, et je remercie l'Omédit. Et l'objectif, c'est d'apporter, donc de tester, d'éprouver, de faire des questionnaires, mais aussi d'apporter des outils qui sont en lien avec les demandes que l'on a. Par exemple, à un moment donné, on avait des cas de surdosage en vitamine D, parce qu'il y avait de la vitamine D dans tous des suppléments de vitamine D dans plein de compléments alimentaires et autres, plus ce qui était prescrit. Et à un moment donné aussi, les patients qui reprenaient la vitamine D parce que il y avait ça circulait le fait que ça permettait de se protéger en fait de la Covid. Donc voilà, donc on a apporté en fait une information en fait aux pharmaciens là-dessus. Le CBD, quand le CBD est arrivé avec dans plein de boutiques qui ont ouvert et qui ont beaucoup ont refermé peu de temps après, mais qui en restent pas mal, et de savoir un petit peu comment nous, on pouvait se placer, nous, pharmaciens, sur le CBD, parce qu'on avait des demandes d'information et on n'était pas forcément, on n'avait pas forcément l'information basée sur la littératie et sur les aspects scientifiques. Donc, on a travaillé ensemble sur ce type de document-là. On a travaillé aussi sur des petites fiches que l'on peut remettre en fait aux patients sur des médicaments courants, mais et aussi et sur la contraception d'urgence, sur la vaccination, sur les médicaments, les IPP, hein, notamment les IPP qui sont prescrits au long cours et aussi que l'on peut donner en fait en médicaments conseil. On voit qu'il y a des dérives aussi là-dessus. Et on a travaillé aussi sur le protoxyde d'azote. Et c'est vrai que là, on a une information qui a été donnée en fait aux pharmaciens sur ce sujet-là. Et ça permet de former les pharmaciens, de les sensibiliser au protoxyde d'azote. Donc, vous voyez le genre de choses que l'on peut faire, nous, en lien avec les pharmaciens hospitaliers et en lien avec le médic. Merci de votre attention. Donc, vous voyez, voilà, on voulait vraiment vous montrer donc tout ce qui a été fait au niveau libéral, au niveau des officines, tout le travail qu'il y a donc derrière. Et justement, on vous invite à aller sur le site de l'URPS pour voir tout ce qu'ils font au niveau de la ville. Bonjour à tous et donc merci à l'Omedit de m'avoir proposé de parler de cette expérimentation au Collink. Alors pour rebondir sur la présentation que Grégory vient de nous faire, c'est une expérimentation qui intègre ces fameux entretiens pharmaceutiques, mais dans le cadre d'un circuit un peu plus coordonné entre la ville et l'hôpital. Alors, c'est une expérimentation article 51 qui a été promue par différents centres hospitaliers sur tout le territoire national et qui vise à suivre ces patients à domicile sous anticancéreux oraux. Alors, pourquoi cette expérimentation est née? C'est qu'il y a eu plusieurs constats. Le nombre de nouveaux cas de cancer en France qui est assez important, donc 433 000 sur les données 1,4 2023, une prévalence en augmentation de plus de 107% entre 1980 et 2012, un nombre d'anticancéreux oraux de plus en plus important au niveau des autorisations de mise sur le marché, avec une majorité de thérapies ciblées, un nombre important d'hospitalisations, donc 7,76 millions d'hospitalisations en lien avec le diagnostic, le traitement ou la surveillance d'un cancer, et des dépenses au niveau de l'assurance maladie qui sont quand même assez importantes, 6,3 milliards d'euros de dépenses hospitalières et 1,7 milliard d'euros uniquement pour les anticancéreux oraux. Donc, à partir de ces constats-là, on a proposé cette nouvelle expérimentation. Alors, les anticancéreux oraux, on sait que ça pose également des nouvelles problématiques, autant pour les patients que pour les professionnels de santé. Donc, pour les patients qui deviennent les uniques responsables de la prise du traitement, puisqu'ils ne sont plus directement à l'hôpital pour leur séance de chimiothérapie, encore que maintenant, on a des protocoles qui sont combinés. Pour les professionnels de santé, qui doivent également changer leur pratique afin de pouvoir éduquer les patients et les accompagner à distance. Donc, il y a un enjeu de formation de ces professionnels, comme le disait Grégory, et pour les établissements de santé, qui doivent également trouver de nouvelles manières d'organisation et de coordination pour pouvoir assurer la qualité de la prise en charge et de l'accompagnement de ces patients. Alors, l'objectif de l'expérimentation, c'est une innovation sur deux points, donc une innovation en termes d'organisation et en termes de financement.
Par rapport à l'organisation, c'est basé sur la primo-délivrance de ces anticancéreux oraux et la surveillance de l'observance et des effets indésirables à domicile. Concernant le financement, c'est construit par séquence. Donc, c'est ça qui est assez novateur. Donc, la première séquence correspond au premier mois de traitement, la primo-prescription, avec la mise en place du traitement, la mise en place du lien ville-hôpital et l'initiation d'un télésuivi renforcé qui est réalisé par l'hôpital. Au niveau de la séquence 2, on est sur un suivi proximal qui dure 3 mois. C'est une séquence qui est renouvelable sur décision médicale en fonction de la stabilité du patient, qui vise à sécuriser l'observance et repérer précocement les effets indésirables à domicile, puisque on va poursuivre le télésuivi qui a été initié en première séquence. Sauf que ce télésuivi-là, au lieu d'être toutes les semaines, il sera sur tous les 15 jours. Et au niveau de la séquence 3, là, on entame le suivi distal. Cette séquence-là, elle sera automatiquement renouvelée tant que le patient bénéficie du traitement, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de progression de la maladie ou tant qu'il n'y a pas d'effet indésirable intolérable. Comme je le disais, c'est une expérimentation nationale. Alors, ça regroupe l'ensemble des centres de lutte contre le cancer en France, dont nous sommes le seul représentant dans la région Hauts-de-France. Également des CHU, donc en particulier l'AP-HP à Paris et les hospices civils de Lyon, et également des CH de province, surtout dans la banlieue lyonnaise, et également des cliniques privées. Donc, pour un total de 43 établissements. Sur ces 43 établissements, 24 ici en rouge étaient des sites pilotes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé l'expérimentation un petit peu en amont, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une expérimentation qui regroupe plusieurs typologies d'établissements, des CLCC, des CHU, des CH, et sur différentes régions. Donc l'idée, ça a été de vérifier lors de cette phase pilote que l'organisation qui était proposée était répercutable sur l'entièreté du territoire. À partir des enseignements qui ont été tirés de cette phase pilote, il y a eu une réécriture du cahier des charges au mois de juillet 2022 et on a pu commencer la phase cible. Pour les premières inclusions, donc nous, le Centre Oscar Lambré, on a rejoint l'expérimentation qu'à ce moment-là, mais on a commencé nos premières inclusions qu'au mois de mars, puisque on a dû se réorganiser également en interne pour recruter du personnel dédié, notamment une infirmière de coordination qui fait partie des nouveaux métiers liés à toutes ces prises en charge coordonnées. Donc, on est en train de rattraper le retard initial et l'expérimentation est censée se terminer fin septembre 2024, début octobre 2024. Alors, sur l'organisation des différentes séquences, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe durant ces différentes séquences? Donc, sur la première séquence, on va avoir la consultation d'annonce par l'oncologue, l'inclusion des professionnels de ville, pharmaciens d'officine, plus ou moins médecins traitants. Alors, le cahier des charges de l'expérimentation est assez tolérant. Et chez nous, par contre, on a décidé d'être un peu plus strict. On préfère que l'inclusion du pharmacien d'officine soit obligatoire pour les patients, pour les inclure, pour pouvoir vraiment initier ce lien ville-hôpital. Sinon, le patient bénéficiera pas autant de l'expérimentation que si le pharmacien était présent. Le médecin traitant, on a un peu plus de mal, je vous le montrerai dans les statistiques, dans les diapositives suivantes. Et on va procéder avec le pharmacien d'officine à la conciliation médicamenteuse des traitements, ce qui va pouvoir nous amener à la consultation tripartite où le traitement va pouvoir être initié. Je ne sais pas si on voit ma souris, je vais me mettre comme ça. Voilà. La consultation tripartite qui est ici. En parallèle, donc, comme je vous ai dit, on lance le télésuivi donc, hebdomadaire en séquence 1 et le pharmacien d'officine va voir le patient dès la première délivrance du traitement et va pouvoir, grâce aux documents qui auront été fournis par l'hôpital, réaliser son premier entretien et nous transmettre à chaque fois le compte-rendu à chaque délivrance. Au bout du premier mois de traitement, il y a une consultation de réévaluation par l'oncologue qui vise surtout à voir s'il n'y a pas besoin d'une réduction posologique, mais sinon, globalement, il n'y a pas de renouvellement de cette séquence-là, sauf s'il y a un changement de molécule. Si tout va bien, on passe en séquence 2. Le pharmacien d'officine est toujours responsable de la délivrance du traitement et à chaque délivrance, pardon, j'étais un peu trop vite, excusez-moi, et à chaque délivrance, il va nous fournir un compte-rendu d'entretien. Il peut y avoir des conciliations de suivi s'il y a des changements dans le traitement habituel du patient. Donc ça, c'est le pharmacien d'officine qui nous alerte. Et le télésuivi du patient se poursuit. Au lieu de toutes les semaines, ce sera tous les 15 jours. On va avoir des éléments de réévaluation du patient, comme le TEP scan en l'occurrence, qui va permettre lors de la consultation de réévaluation par l'oncologue médical de décider si oui ou non on va renouveler cette séquence 2 ou si on passe en séquence 3. Sur la séquence 3, je vous l'ai dit, on entre dans le suivi distal, donc les professionnels de ville prennent le relais. Globalement, les étapes restent à peu près les mêmes. Ce qui va changer, c'est qu'en séquence 3, il peut y avoir des consultations alternées entre l'oncologue et le médecin traitant, mais ça, c'est sous réserve que le médecin traitant ait accepté de participer, ce qui est rarement le cas, vous le verrez. Alors, pour nous aider dans la mise en place de toute cette expérimentation et de tous les aspects de coordination entre la ville et l'hôpital,
on va devoir mettre en place des outils numériques. Donc, grâce à cette expérimentation, on a pu acquérir le logiciel Bimedoc, qui nous permet de faire beaucoup de choses, donc notamment la conciliation médicamenteuse. Comme il intègre le RPPS, on va pouvoir contacter les professionnels de ville via une messagerie sécurisée dédiée, et le pharmacien d'officine va pouvoir nous envoyer des ordonnances de manière sécurisée, et vice-versa. Nous, on va pouvoir lui transmettre des comptes rendus de conciliation, des plans de prise personnalisés, tout un tas de comptes rendus, le compte rendu de l'entretien d'initiation de la chimiothérapie orale, tout ça de manière sécurisée. Et ça nous fait quand même gagner du temps aussi en consultation, puisque grâce à cette application, il y a pas mal de tâches qui seront automatisées, notamment la rédaction du plan de prise, qui avant prenait beaucoup de temps puisque c'était fait à la main. La deuxième application qui a été mise en place, qu'on avait déjà depuis plus longtemps dans le cadre d'autres parcours, c'est l'application Monoscar, qui est une application institutionnelle, alors basée sur l'application Exolis. Et cette application-là, c'est le dossier médical du patient, dans lequel il va retrouver ses rendez-vous, ses différents documents, ses comptes rendus d'hospitalisation, et en particulier les fameux questionnaires de télésuivi. Donc toutes les semaines, il va recevoir des notifications pour nous remplir ce questionnaire. Ces questionnaires vont entraîner des alertes pour l'infirmière de coordination. Et en fonction des réponses du patient, elle aura des alertes de différentes couleurs qui vont lui permettre de rappeler les patients de manière ciblée en fonction et de détecter précocement les différents effets indésirables. Alors aussi, quelques petites statistiques. Donc, c'est des statistiques là, qui datent du début du mois. Vous voyez l'ensemble des différents établissements du territoire national. Alors, en orange, vous voyez les établissements qui ont fait partie de la phase pilote, donc qui forcément ont inclus beaucoup plus de patients. Notre établissement est ici, mais nous, comme je vous l'ai dit, on a fait partie que de la phase cible. Et on s'est engagé sur une file active de patients un peu plus restreinte, puisqu'on est parti sur un patient par semaine. Et comme je vous l'ai dit, on pousse un peu l'expérimentation plus loin, puisque nous, on oblige le recrutement du pharmacien hospitalier, ce qui n'est pas le cas de tous les établissements, vous le verrez. Donc, on est en train de rattraper notre fil actif prévisionnel. Donc là, on est à 45 patients recrutés à l'heure actuelle sur notre cible de 96, donc 47% d'inclusion, notre cible d'inclusion, sur 58% du temps écoulé. Au niveau national, on en est à 52% de la cible d'inclusion révisée, puisque certains établissements ont revu leur cible à la baisse. Donc, on a perdu à peu près 2000 patients entre le début du cahier des charges et ce mois-ci. Sur les 45 inclusions qu'on a pu réaliser, on a eu 6 sorties d'expérimentation dont un décès, 13 patientes qui sont actuellement en séquence 3, 2 patientes qui ont nécessité un renouvellement de séquence 1 pour un changement de thérapie orale, 2 renouvellements de séquence 2 et un homme, parce qu'en l'occurrence, c'est des patientes avec un cancer du sein métastatique qu'on a choisi d'intégrer dans ce parcours. Alors, sur le point d'étape, vous voyez ici le recrutement des professionnels de ville. Donc, nous, on était encore il y a peu à 100% d'inclusion des pharmaciens d'officine. Pour l'instant, je n'ai eu qu'un seul refus, mais c'est un refus récent et on en discutait tout à l'heure. La période n'est pas propice aussi pour les pharmaciens d'officine en ce moment, parce qu'avec les épidémies hivernales, ils ont pas mal de charges de travail, notamment sur tout ce qui est tests, vaccination, TROD, etc. Donc, c'est aussi la période qui fait ça. Mais on est quand même à un bon recrutement des pharmaciens d'officine. Pour les médecins traitants, on est plus à environ 30% de recrutement des médecins traitants. On fait partie des bons élèves au niveau national, puisque la moyenne nationale, c'est plutôt 7 à 10%. Donc, on sait qu'il y a un problème plus pour le recrutement des médecins traitants. Voici la répartition des pharmacies partenaires à l'heure actuelle. Donc, ça correspond à peu près à notre recrutement de patients sur le territoire régional, donc surtout sur la métropole lilloise, le Grand Arras, mais ça va de Dunkerque à Saint-Quentin. En rouge, c'est une pharmacie qui a refusé, et en bleu, c'est une pharmacie qui a 2 patientes. Toutes les autres ont un seul patient. Sur l'enchaînement des différentes séquences, donc voici les molécules qu'on a choisi d'intégrer dans ce parcours. Donc les inhibiteurs de CDK4/6, les Ciclib, les inhibiteurs de PARP, olaparib et talazoparib, et les vérolimus. Et vous voyez qu'en fonction des catégories de médicaments, le suivi moyen est différent et l'enchaînement des séquences sera différent aussi. Pour les vérolimus, qui est une molécule plus toxique, on aura plus facilement un renouvellement de la séquence 2, alors que pour les Ciclib, normalement, ça se passe plutôt bien et on passe directement en séquence 3. Et comme le suivi moyen est beaucoup plus long, on aura plus de séquence 3 que pour les autres catégories de médicaments.
Alors, on a des retours positifs de patients, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes, juste pour vous montrer ce qu'on peut avoir dans les comptes rendus d'entretien de pharmaciens d'officine. Donc, Madame est en totale confiance avec son traitement et sa prise en charge. Elle se sent très entourée par la famille et le corps médical. C'est très rassurant pour elle. Madame a bien intégré les informations qu'elle a eues à l'hôpital. Elle connaît bien les informations les plus importantes. La journée a été très riche en informations et assez fatigante, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais la consultation tripartite dure 2 heures, donc 30 minutes médecin, 30 minutes pharmacien, 1 heure infirmière, donc c'est assez conséquent. On le voit hein, dans les retours, mais les patients néanmoins sont tout de même contents. Elle était contente de cette journée car elle s'est bien sentie entourée. Sa seule appréhension, une éventuelle perte de cheveux, mais ça c'est vrai pour toutes les patientes. Et madame en a profité pour rendre une boîte d'anastrozole entamée. Voilà. Un autre type de retour positif. Donc là, c'était l'occasion de faire une conciliation médicamenteuse pour une interaction médicamenteuse significative entre un anticonvulsivant et la chimiothérapie orale, qui aurait entraîné une perte d'efficacité du traitement anticancéreux. On a, lors de la consultation de primo-prescription, pu mettre en place rapidement un avis avec le neurologue et le neurologue a pu donner un rendez-vous très rapide à la patiente qui a entamé un relais progressif sur 3 semaines de la carbamazépine par le Vimpat. Et on a eu la confirmation par le pharmacien d'officine directement dans Bimédoc, qui nous a transmis tout de suite l'ordonnance de la patiente, et également du mari de la patiente via l'application dédiée du portail patient, où le mari indique: le remplacement du Tegretol contradictoire avec votre traitement est maintenant totalement terminé. Le Vimpat compatible a pris le relais, ce qui rend le traitement totalement opérationnel. Je vous remercie pour votre attention. Donc, merci Geoffrey Strobe pour cette présentation. Hein. Donc, vous voyez que c'est important de travailler donc ville-hôpital donc et la part que l'on peut avoir. Et demain, on aura ce type de parcours donc là en expérimentation qui pourront peut-être être validés donc pour être utilisés donc de façon quotidienne donc au niveau de nos établissements et au niveau des officines. Merci Geoffrey. Alors maintenant, et donc pour ce faire, donc on va parler donc des différentes fiches que l'on peut avoir à disposition, donc pour à la fois au niveau de la ville et au niveau de l'hôpital. Alors, le Onco Hauts-de-France, notre réseau Onco, donc préconise en fait les outils de la SFPC, donc les outils que l'on retrouve sur Oncolien. Donc, c'est des fiches d'aide au bon usage des anticancéreux qui sont destinées aux professionnels de santé, d'autres sont destinées aux patients. Et sur cet oncolien, vous pouvez avoir des modules onco-tuto, donc avec des messages essentiels à passer qui sont très intéressants. Donc, vous avez donc pour ces anticancéreux oraux donc différentes fiches, comme vous voyez donc en bas de l'écran. Donc, et on va donc, je vais vous montrer donc une fiche patient. Ce que je voulais attirer votre attention, c'est que les fiches sont en plusieurs langues, parce que bon, vous savez qu'on peut accueillir des patients donc d'origine différente, et ça peut être utile d'avoir donc des fiches qui sont donc dans leur langue maternelle. Par exemple, ici, donc, je vous ai pris le Vinclixto, donc la fiche vous donne des informations sur le médicament, sur la posologie, comment gérer son stock, donc des informations à connaître par rapport aux médicaments et les effets indésirables. Donc là, c'est un extrait d'une fiche SFPO. On vous a mis donc d'autres fiches qui existent que vous connaissez peut-être pas, la fiche VOC qui a été développée par les Omédites Bretagne, Normandie, Pays de Loire, à la fois donc pour les patients, pour les professionnels. Donc une application qui peut être intéressante sur les smartphones. Donc ça peut être intéressant pour vous. Les fiches sont en français et en anglais. Alors, comment elle se présente? On retrouve donc un peu les mêmes informations, donc le descriptif pour la fiche patient, le descriptif du médicament, les interactions médicamenteuses donc, qui peuvent être intéressantes avec les liens possibles et les effets indésirables.
voilà, ça vous permet de connaître un petit peu les différents outils qui peuvent être mis à disposition. Ce n'est pas exhaustif, hein, donc loin de là. Autres documents qui peuvent vous intéresser, donc la réalisation d'un tableau médico-économique des anticancéreux. Alors là, vous les trouverez donc à la fois péros et injectables. Ce qui est repris dans ce tableau qui a été fait par 4 régions quatre Omédites, l'Omédite Bretagne, l'Omédite Hauts-de-France, l'Omédite Normandie et Pays de Loire. Donc, ce tableau est mis à jour de façon mensuelle. Vous retrouverez en fait les informations sur les indications, sur l'avis de l'HAS, sur les modalités de prise en charge et l'accès, la disponibilité de ces médicaments en ville et à l'hôpital. Et vous avez donc toutes des informations que vous pouvez trouver sur le site de l'Omédite Hauts-de-France. Ensuite, pour aller plus loin, donc on voulait vous donner des informations sur l'accompagnement pharmaceutique. Grégory Temprement vous en a parlé avec la démarche ici en Hauts-de-France. Donc, au niveau des Omédites Bretagne et associés à l'URPS Bretagne, donc vous pouvez aussi avoir des informations avec une petite vidéo pour vos patients. Vous avez le lien en bas pour pouvoir y aller. Et donc, voilà, ça permet de donner maintenant les informations par les pharmaciens d'officine sur ces thérapeutiques ou sur ces accompagnements-là. Ils mettent à disposition aussi des fiches de suivi patient, donc je vous invite à aller regarder, et des carnets de suivi aussi, qui peuvent être mis à disposition pour vous. Un outil qui pourrait être intéressant pour vous aussi, c'est l'approvisionnement des médicaments anticancéreux oraux au niveau des officines. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant parce que vous retrouvez en fait la commande, où vous devez la faire, grossiste ou non, les modalités, les possibilités de commande, les modalités de commande, les délais de livraison. Parce que ça aussi, Geoffrey Straub nous en a parlé, c'est pas évident en fait d'avoir le traitement le jour même, hein, et Grégory en atteste. Là, c'est vraiment une mine d'informations que vous pouvez trouver utile pour voir au niveau de la prise en charge de thérapeutique de vos patients. Enfin, on voulait vous parler de la semaine sécurité patient, 2023. C'était faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. En fait, cette semaine des sécurité patients, c'est la déclinaison de la journée mondiale de l'OMS, qui était de faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. Et le réseau Médite, notre réseau, s'est engagé dans cette semaine sécurité patient. En particulier, sur la thématique des anticancéreux, vous pourrez retrouver sur la fiche Bon Réflexe en équipe de soins, un accompagnement avec les entretiens de patients et la vidéo que je vous ai proposé en amont, et qui peut vous être intéressant. Et vous avez tous les outils en fait qu'on retrouve au niveau des Omédites sur cette fiche comme Bon Réflexe. Vous pouvez trouver aussi notre fiche sur l'information patient. Je prends des anticancéreux, qu'est-ce que je peux trouver comme information? Les carnets de suivi, les fiches et les flyers. Enfin, le site du ministère communique aussi les boîtes à outils dédiées à la semaine sécurité patient. Vous voyez qu'il y a le réseau Médite qui participe et met à disposition une boîte à outils
Donc, je vous invite à aller voir parce que vous avez vraiment les outils que réalisent donc les Omédis. Ça permet justement de centraliser. C'est une question un peu de Grégory Temprement hein, qui nous disait bah, les Omédis, ils inventent beaucoup de choses, ils font énormément de choses, mais il faut aller cliquer sur chaque Omédic pour voir ce qu'ils font. Ben là, vous avez la possibilité d'avoir un regroupé de ces outils. Donc, c'est une mine d'informations. Enfin, on voulait donc vous dire qu'à partir de 2024, la Semaine nationale de sécurité des patients sera organisée donc la même semaine que la Journée mondiale. Et donc, elle est décalée puisque avant, on l'avait en novembre. Maintenant, donc, on va l'avoir mi-septembre. Voilà, donc pour quelques informations, donc rapides, hein, j'en suis désolée, mais c'est riche d'informations et du coup, voilà, on voulait donc vous donner un maximum de choses, lien ville-hôpital et les outils au regard.